Franchement cette année, je le sens bien, je vois pas pourquoi je crierais ou je parlerais mal ou je m'énerverais en parlant d'un film. Mais c'est une idée de merde! Il faut les tabasser ces gens-là! C'est un scandale! Les bandes de FDP, putain je vous dis, on vous a pas attendu bande de connards! Passer se vitrioler la face quoi d'aller voir un truc comme ça! C'est à chier! Dégueulasse! Yeah, yeah? Oh! No, 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 no! No! Dude, we have so much shit to do! Holy fucking shit! Yo! Connor, get down there! Connor, no! Oh, fucking shit! Start breaking! Holy fuck! Hey, guys! Guys, back off! Hey, hey, chill! Chill the fuck out! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir, je m'appelle Lucas, je parle des chefs-d'œuvre du cinéma et de la bande dessinée sur ma chaîne. Et aujourd'hui, comme chaque année, petite livraison de sel et de citron, on va parler des pires films que j'ai vus cette année. Alors j'ai bien eu vos petits messages de l'année dernière, je suis hyper content parce que j'ai l'impression que ça s'est bien passé pour vous. Ah franchement on se marre quand même chaque année. Ça vous fait un petit peu mal au cul parce que je vais parler de films que vous avez bien aimés. Mais chaque année je suis hyper content de faire cette vidéo. Je trouve qu'on se marre bien. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter ces films là. Et puis aussi comme ça vous preniez en compte un petit peu ce que moi je n'aime pas dans le cinéma. Cette vidéo elle fait suite au top film de l'année 2019. Je vous invite également à le voir. Je mettrai le lien juste là-haut. Vous pourrez cliquer dessus. Alors subtilité incroyable les amis. Je vais pas faire tout comme tous les ans tous les castos qui sont obligés de dire c'est un top subjectif. Ce n'est que mon avis personnel. Pauvre conne! Pauvre conne! Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts et que voilà, j'ai proposé des choses qui vont vous déplaire ou qui vont questionner un petit peu votre esprit critique. Voilà, la subtilité quand même, c'est que moi je vais pas à reculons au cinéma. Je me force jamais à aller voir un film en me disant ah bah génial, je pourrais le mettre dans mon flop film de cette année. Vous voulez un flop? Rendez-vous chez les Malawa, Annabelle, La Nonne, voilà, non mais c'est de la merde. Évidemment il y a des films dont tout le monde dit que c'est pas bien, ça me donne pas très envie d'y aller. Mais des fois il y a des films, même si je sais que ça va pas trop me plaire, je pense que je vais y trouver des trucs qui vont me plaire et tout ça. Et des films j'en attends pas énormément. Mais du coup je pense que dans mon flop vous allez trouver des films que beaucoup de gens ont bien aimé et tout ça. Parce que c'est juste que c'est des films qui m'ont soit beaucoup déçu, soit que j'ai vraiment trouvé merdique. Juste ça, ça me fait plaisir de vous en parler. Voilà, de vous montrer un petit peu ce que moi j'ai détesté cette année. Je sais que ce qui est important quand même dans un flop, c'est d'éviter les sujets trop sensibles et de pas trop heurter l'opinion des gens. Je sais que ce qui est important quand même dans un flop, c'est d'éviter les sujets trop sensibles et de pas trop heurter l'opinion des gens. Roman Polanski. Roman Polanski, tiens donc. Bah ouais les gars, on parle de cinéma, si vous aimez bien le cinéma, c'est quand même un élément assez important de cette année de cinéma, Roman Polanski, donc ça me paraît difficile de l'oublier. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais bon, si vous vous intéressez à ce que je fais, je vais quand même aussi vous donner mon avis sur la question, parce que je pense avoir un avis assez développé et assez tranché sur le truc. Moi je trouve ça assez fascinant qu'il y ait encore des gens qui acceptent de travailler avec Roman Polanski. Moi je suis pour un boycott total de Polanski. Mais vraiment cette idée-là, que des acteurs puissent être sur un plateau de tournage avec Roman Polanski qui est un violeur avéré, comment le matin tu peux arriver dans une journée de travail et serrer la main de ce mec là en disant bon allez super on va créer des choses artistiques ensemble, comment je fais, où est-ce que je me place, et je parle des acteurs, des techniciens et tout ça, tous les gens, les producteurs. Comment tu peux bosser avec quelqu'un dont tu sais qu'il a violé une personne? Enfin je trouve que c'est un manque de respect mais total pour la victime. Que l'histoire efface tout, c'est aussi la question que ça pose. Moi ça me pose vraiment un problème que les gens aillent voir les films de Roman Polanski. Roman Polanski a fait des films assez incroyables dans sa carrière. Rosemary's Baby, Le Pianiste, Chinatown, oui c'était un très grand réalisateur. Mais à partir du moment où on a appris que ce mec-là avait violé quelqu'un, pour moi, sa carrière devrait être terminée. Enfin, c'est quelqu'un qui devrait être totalement ostracisé. On va pas brûler ses films et empêcher les gens de les voir, les films qu'il a déjà fait. Mais les artistes ont cette espèce d'aura d'invulnérabilité. On n'a pas le droit de les toucher, on n'a pas le droit de les attaquer parce qu'ils jouissent d'une certaine renommée. J'adore quand Blanche Gardin, elle disait ah oui, non, mon boulanger, c'est un violeur, mais il fait une bonne baguette. C'est parce que c'est une icône, ce mec-là, que vous n'osez pas y toucher. Chaque être humain est au même niveau que l'autre. Il peut pas y avoir de niveau dans le traitement d'une personne à l'autre. Vous serez plus tolérant
avec quelqu'un parce qu'il a accompli plus de choses dans un domaine artistique? C'est une énorme blague. C'est pas possible, c'est d'un tel cynisme. Quand vous allez dans une salle de cinéma voir un film de Roman Polanski, mais vous avez forcément ça en tête. Vous savez que le mec c'était un violeur. Et je parle de Roman Polanski parce que c'était une grosse histoire, mais je fous tout le monde dedans, hein. Kevin Spacey, un acteur que j'adorais, bah c'est un salaud. C'est un salaud Kevin Spacey, ça empêche pas que ça a été un grand acteur. Mais c'est quelqu'un qui devrait totalement arrêter sa carrière. Bon, Bertrand Cantat, c'est pas du cinéma, mais c'est pareil. Bertrand Cantat, il a fait sa peine de prison, voilà, il a peut-être payé sa dette à la société, mais c'est quelqu'un qui devrait être plus mis en lumière, c'est quelqu'un qui devrait plus faire de concerts. Je comprends pas qu'on puisse aller dans une salle de cinéma ou dans une salle de concert face à un artiste qui a été un assassin ou un violeur, enfin un criminel. Il y a des gens qui vont m'expliquer qu'il y a un vrai détachement entre le film et l'artiste, que vous pouvez voir un film sans cautionner pourtant ce qu'a fait l'artiste. Et ben ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai pour deux raisons, une raison artistique et une raison juridique. Première raison artistique, si vous pensez ça, c'est que vous ne connaissez pas le cinéma. Le cinéma c'est un médium. Le cinéma c'est un outil qui permet à quelqu'un de transmettre des informations, des idées, tout ça à une autre personne. L'écran que vous regardez, le film que vous regardez, c'est un média entre vous et Roman Polanski. Parce que si moi j'avais fait un film, j'accuse, sur l'affaire Dreyfus, ça aurait clairement pas été le même film que Roman Polanski. Si vous avez fait un film sur l'affaire Dreyfus, ça aurait pas été le même film que le mien. Donc, évidemment, ce film que vous allez voir, c'est le film d'une personne. Donc vous avez un lien direct qui se crée avec lui, c'est un film d'auteur. Tout le monde est un auteur, même Michael Bay est un auteur. Le réalisateur le plus tâcheron est quand même un auteur. Pour moi, le cinéma crée un lien direct entre le réalisateur et son public. Donc vous pouvez pas vous dédouaner de ça en disant non, je vais juste voir un film. À partir du moment où vous êtes dans une salle de cinéma, vous allez voir un film de Roman Polanski. Voilà. Pas à chaque fois que vous êtes dans une salle de cinéma, vous allez voir un film de Polanski. Mais si vous êtes allé voir un film de Polanski, pour moi, il y a un lien direct qui est fait avec le réalisateur. Vous êtes là pour avoir passer un moment un peu intime avec lui. Voilà. Donc ça, c'est la base du cinéma pour moi qui exclut totalement le fait qu'on puisse détacher l'œuvre d'un artiste. Mais il y a aussi un argument tout à fait juridique qui s'appelle le droit d'auteur. Quand vous payez une place de cinéma, il y a une partie des revenus qui revient à Polanski. Et en ça, vous cautionnez Polanski, puisque c'est quelqu'un qui vous permet de faire vivre dans son art, vous influencez sa vie. À partir du moment où vous allez voir un film de Polanski et que vous payez pour ça, vous donnez de l'argent à Polanski. C'est comme un gouvernement qui va s'indigner qu'il y ait des décapitations qui sont faites en Arabie Saoudite, mais qui vont vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Voilà. À partir du moment où vous entretenez des relations avec eux, vous avez un lien direct avec lui. Pour moi, c'est du cynisme total, c'est du cynisme absolu. Donc oui, je vous le dis, si vous allez voir un film de Roman Polanski, vous cautionnez Roman Polanski. Vous cautionnez le fait qu'il puisse être un artiste tout en ayant violé quelqu'un. Je ne comprends pas comment on peut avoir un autre raisonnement. Alors vous me direz hein, si vraiment vous avez un avis différent. Pour moi, par respect pour les victimes, à partir du moment où quelqu'un a été signalé comme un prédateur, quelqu'un qui a fait des choses terribles dans sa vie, il faut que cette personne-là soit ostracisée artistiquement. Sinon, si vous y allez, c'est une forme, je trouve, de caution du réalisateur. C'est une forme de caution du réalisateur et l'artiste, c'est la personne. Roman Polanski lui-même le dit que c'est sa vie qui a aussi influencé son œuvre. À partir de là, tu ne peux pas faire une césure entre l'artiste et la personne. C'est une même entité. C'est vraiment totalement schizophrène de s'imaginer que ce sont deux choses différentes. Du coup, je ne suis pas allé voir J'accuse. Je sais pas si vous avez compris. Je me fous de savoir si c'est un bon film ou pas. Pour moi, ce film ne devrait pas exister. Chimamanda Lenel, putain, arrêtez de cautionner ça, bordel les gens. C'est pas possible. C'est pas possible. Le cinéma, ça marche pas comme ça devrait pas marcher comme ça. Putain, je sens qu'il y en a 2-3 qui sont vénères. Bon, parlons d'autres sujets, un peu de cinéma, un peu rigolo. Alors cette année, je n'ai pas aimé Ad Astra, le dernier film de James Gray. J'avais pas aimé Lost City of Z. Et Ad Astra, c'est un film avec Brad Pitt qui part chercher son père au fin fond de la galaxie. Non, pas de la galaxie, mais au fin fond de notre système solaire. Et c'est un espèce de road movie introspectif. C'est vachement bien parce qu'on sent que le père, en fait, il est rentré en rébellion, je sais pas quoi. Enfin, il y a eu un souci, il s'est passé un problème. Tout son équipage a disparu. Enfin, c'est assez mystérieux. Mais je trouve que le film est d'un ennui, d'une non-profondeur. C'est plutôt bien fait, j'aime bien parce que c'est un film par étapes, il y a même un peu d'épouvante à un certain moment, mais c'est un film qui ne te dit pas assez de choses. C'est un road movie basé sur le fait qu'on est à la recherche de la figure paternelle. C'est un film où le personnage principal se questionne sur qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il aura de nouveau cette personne en face de lui. Bah ouais, mais c'est des trucs que j'ai déjà vu vachement ailleurs en fait. C'est un film qui manque mais d'originalité, mais total quoi. Pourtant je suis un gros fan de science-fiction hein, donc je suis prêt à pardonner beaucoup de choses, mais alors là ça a pas du tout marché. Ad Astra c'était pas du tout pour moi. Pour moi. Green Book que j'ai pas aimé, on va dire quoi? Mais comment t'as pu ne pas aimer Green Book? Green Book, oui ça c'est la peluche du calme, c'est pour me maîtriser, pour pas... Je suis un peu énervé, oui donc Green Book, alors c'est un film avec des très bons acteurs, notamment putain de merde, comment il s'appelle? Putain.
Je tape Aragorn pour retrouver le nom d'acteur. Je suis vraiment un caca. Viggo Mortensen, putain, mais comment j'ai pu oublier ça, bordel? Pouce rouge, pouce vers le bas, qu'est-ce qu'il y a? Il a oublié Viggo Mortensen, bordel. Viggo Mortensen qui est incroyable, qui joue un italien, un chauffeur italien un petit peu raciste, même beaucoup raciste. Alors, c'est un film sur le racisme dans les années 60. On montre un chauffeur qui va devoir trimballer à travers l'Amérique un grand pianiste qui est noir de peau, donc, qui va être confronté au racisme et tout ça. Lui-même est très raciste et donc il va évoluer au fur et à mesure du film parce qu'il va se rendre compte que le racisme c'est mal. Voilà. C'est des films avec plein de bons sentiments. C'est bien fait dans ce que ça veut faire en fait. Mais moi j'ai vraiment du mal qu'on parle du racisme comme ça. Enfin je trouve c'est guimauve quoi. C'est trop ouais plein de bons sentiments. J'ai l'impression de regarder une vidéo sur Facebook. Cet homme détestait les noirs, mais à leur contact il a appris à les aimer et s'est totalement transformé. Cette vidéo va vous bouleverser. La 13e minute va vous faire pleurer. C'est un peu niais quoi. C'est une manière un peu niaise de parler du racisme. Au début du film, il y a deux plombiers noirs qui viennent réparer une fuite chez lui. Et Viggo Mortensen, une fois qu'ils se sont barrés et que sa femme leur a offert de l'eau, ils jettent à la poubelle leurs 2 verres d'eau. Et il y a une dame à côté de moi, elle a fait genre oh trop choqué, oh vraiment, oh c'est vraiment le racisme c'est mal. Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal? On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Oui, le racisme c'est mal, voilà, et incroyable. Oui, c'est pas bien, voilà, bravo le film, super, belle profondeur. Bah non, je pense que faut aller un petit peu plus profond que ça. Il y a des moments où j'aime vraiment bien, là où le film devient vraiment intéressant parce qu'il montre la perversité avec lequel le racisme s'est installé dans la société. Les gens arrivent à dire devant les gens, non, monsieur, vous pouvez pas manger à table avec nous, voilà, parce que, sans le dire, ils disent pas on peut pas accepter les noirs à table, la maison s'interdit ça, voilà, ce sont des règles de savoir-vivre et tout ça. Là, quand on montre le racisme un peu plus insidieux, pervers, tout ça, voilà, là je trouve qu'on parle vraiment, on touche à des trucs intéressants. Bon voilà, je vais pas taper dessus, c'est pas une horreur ce film, c'est quand même un bon film, mais voilà, c'est pas pour moi. Enculé de ta race! Brightburn, c'est un film sur un enfant super-héros qui en fait est un super vilain. Le pitch est trop cool, c'est vraiment Superman revisité, c'est des fermiers qui recueillent un enfant qui s'est écrasé, un extraterrestre, hein. C'est un enfant extraterrestre qui s'est écrasé dans leur jardin et ils vont l'élever comme leur fils et en fait ça se révèle être un gros monstre, un gros psychopathe. Ce qui est dommage c'est que le film prend une direction totalement inintéressante. C'est une direction qui dit en fait l'enfant il était méchant depuis le début. Alors que non, ce qui est trop cool c'est de montrer que un gamin avec des grands pouvoirs, quand il arrive dans l'adolescence, évidemment il va faire des conneries avec ses pouvoirs, il va faire des conneries qui vont transformer la situation de manière un petit peu irréversible, catastrophique, alors qu'on n'avait pas vu venir. Moi j'aurais eu des pouvoirs comme les siens, j'aurais fait des conneries c'est sûr, voilà. Et vraiment ça peut aller de mal en pis, ça peut être une situation totalement dramatique. Mais non, c'est juste la facilité, en fait il était très méchant depuis le début, bon totalement inintéressant. Je parle de ce truc là parce que c'est pas très intéressant comme film, mais ça me fait penser à un super comics que j'aime beaucoup, ça s'appelle Superman Red Son. Alors c'est un comics qui imagine Superman, donc Clark Kent, qui s'est écrasé quand il était bébé, non pas en Amérique, mais en pleine Union soviétique. Il est élevé par une famille de fermiers ukrainiens et il va devenir un symbole du communisme, il va aider le communisme à conquérir le monde et tout ça, il va même devenir président de l'URSS, enfin c'est un gros délire. Et à la place de son S sur son torse, il a le marteau et la faucille. Trop stylé. C'est trop cool. Vraiment c'est une belle relecture de Superman. Je vous invite à lire ce comics là qui est vraiment sympa. Oui, je vous l'avais dit l'année dernière, moi j'avais beaucoup aimé Bohemian Rhapsody parce que je trouvais que c'était un film qui célébrait la musique de Queen et non pas les personnes ou les choses comme ça. Et là il y a exactement l'inverse qui s'est fait. C'est tout ce que je n'aime pas dans les biopics. Rocketman, c'est un biopic sur Elton John. Le mec est à fond, l'acteur est à fond. Vous allez me dire pourquoi t'es allé voir ça si tu t'en fous, mais la vie d'Elton John je m'en bats les couilles. Je m'en tape tu vois. Moi c'est l'artiste qui m'intéresse, c'est sa musique, c'est ce côté tellement fou et farfelu qu'il avait. Oui non, il a enfance difficile, Elton John c'est un drogué, mais je m'en tape. Je m'en fous, j'ai Wikipédia pour ça putain. Je préfère un film comme Bohemian Rhapsody qui n'est pas parfaitement réaliste sur la vie des membres du groupe, mais qui au moins m'en fout plein la tête avec la musique et tout ça. Là, Rocketman c'est un film qui a que quelques séquences musicales qui sont réussies. Alors les costumes sont très beaux, les costumes sont très réussis, mais c'est vraiment un film en dents de scie je trouve. Tu sens vraiment que c'est un film, il y a des séquences qui ont dû être tournées à la va-vite parce qu'ils savaient pas quoi faire et ils ont mis tout le paquet sur d'autres séquences un petit peu en mode comédie musicale. Toutes les musiques sont utilisées pour mettre en musique la vie d'Elton John. Voilà. C'est chaque musique va être un morceau de sa vie, va permettre de commenter une étape de sa vie. Putain mais c'est totalement inintéressant. Enfin vraiment j'en avais rien à battre. La vie d'Elton John je la connais. Voilà j'ai pas besoin d'un film pour m'en remettre une couche quoi. Voilà. Des fois il y a des films je vais les voir parce que il y a un auteur ou j'ai envie de suivre un petit peu ce qu'il a fait.
Là c'est Roland Emmerich qui a fait un film qui s'appelle Midway, un film de guerre. Il y a rien en fait dans ce film, c'est vraiment le film de guerre totalement inintéressant, totalement lambda. C'est un film qui parle d'une grande bataille navale, donc ce qu'il y avait dans la bande-annonce qu'on voyait, il y a quelques séquences assez impressionnantes où les avions descendent en piqué sur les porte-avions japonais. Il y a tellement de balles qui sont tirées, c'est tellement intense que tu te demandes comment ils font pour survivre les mecs. Midway a l'honneur, un petit peu l'honneur de montrer également le côté japonais. Les personnages américains mais sont d'un cliché hallucinant quoi, c'est chewing-gum dans la bouche, le pilote casse-cou qui aurait fait un super officier mais qui ouvre trop sa gueule tu vois, pour qu'on lui confie une armada, sauf qu'en fait à la fin tout le monde est mort, il n'y a plus que lui et évidemment il va brillamment réussir à faire l'opération. La guerre c'est génial, non c'est pas génial la guerre, il y a rien de ouf à être un soldat, il y a rien de magnifique à mourir dans des batailles stupides où tout le monde se fout sur la gueule comme des abrutis, tout le monde va au casse-pipe. C'est une vision de la guerre que j'apprécie pas quoi. Glorifions tous ces pauvres gens qui sont morts pour l'espèce de conflit mondial crétin parce qu'il y a des fils de pute qui voulaient conquérir le monde. C'est pas des films qui sont faits à la gloire des soldats, des gens qui sont morts et tout, c'est des films qui sont vraiment faits à la gloire de l'armée, voilà. C'est ça qui me dérange dans Midway, c'est qu'on célèbre l'armée du côté japonais et du côté américain. Moi qui suis totalement anti-militariste, voilà, vous imaginez bien que c'est pas trop mon délire. Je trouve qu'il y a des films qui sont vachement plus pertinents, qui ont été faits bien mieux, bien avant, donc voilà, 30 ans de retard, Midway, 50 ans de retard. Dernier film qui aurait totalement pu se retrouver dans mon top, dans mon flop, parce que c'est une merde, mais il y a quand même déjà pas mal d'autres films qui sont encore plus pourris que lui. C'est Dumbo de Tim Burton. Tim Burton qui va chez Disney faire un film Dumbo. C'est un des films les plus laids que j'ai vu cette année, c'est d'une mocheté, de CGI, de couleurs guimauve, je déteste ce que fait Tim Burton. J'y vais parce que c'est quand même un réalisateur qui est quand même assez connu, j'y suis allé parce que Dumbo c'est un dessin animé de mon enfance. Le film n'est pas dans mon flop, dans mes 10 films que j'ai détesté parce que à un moment, il y a la séquence où il va rejoindre sa mère dans le chariot, elle passe sa trompe à travers les barreaux et ils enlacent leur trompe et là j'ai eu un élan de nostalgie, ça m'a rappelé vraiment Dumbo que j'ai pas vu depuis peut-être 20 ans et avec la musique et tout ça. Donc en ça, le film quelque part a réussi ce petit pari là de faire ressurgir la nostalgie parce que le film n'a pas d'autre ambition. C'est des films qui jouent sur une certaine forme de nostalgie, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le flop parce que ça pour le coup ça a marché. Mais c'est d'une connerie, d'une laideur ce film. Alors il y a ce côté très cynique où le scénario nous parle d'un parc d'attractions où les gens sont pris pour des cons, où les animaux sont exploités, où on fait comme si tout était beau dans le meilleur des mondes alors que les gens qui travaillent dedans ils galèrent. Mais c'est Disney ça. Donc c'est Tim Burton qui bosse pour Disney et qui fait un film un peu, regardez, je suis trop cynique, haha, je suis un malade dans ma tête, j'ai fait un film qui critique les parcs d'attractions et Disney alors que je suis chez Disney. Putain mais je suis tellement un ouf, je suis tellement un rebelle à mon âge. Mais c'est une idée de merde. Mais fais pas des films avec Disney alors Bolo si tu veux les critiquer. C'est d'un faux cul, d'une fausseté. Le film est moche, en plus tout ce que t'as essayé de faire était nul, c'est pitoyable. Il y a ces séquences hallucinantes où tu as Eva Green qui monte sur le dos de Dumbo et qui vole dans les airs. Mais Dumbo il est tout petit, il fait la taille d'un tabouret Dumbo. Et Eva Green elle est très grande et ça fait un côté très ridicule où t'as cette grande perche qui est sur Dumbo qui vole comme ça. Mais pouah, mais horrible. On était dans une salle de 600 personnes, on était 3. Putain, on était 3 trop quoi. Tim Burton à la poubelle. C'est une lente descente aux enfers, Tim Burton. Enfin, je vais plus voir ses films, mais les derniers que j'ai vus, Alice au Pays des Merveilles, tout ça. Mais c'est du caca pour les yeux. Enfin, c'est se vitrioler la face quoi d'aller voir un truc comme ça. Et Tim Burton, il est tombé totalement dans cette ère de la CGI laide, moche, avec des couleurs, mais qui se veulent hyper chaleureuses. Mais au dégoût, c'est un énorme pâté en croûte dégoulinant de sucre, de glace. Il y a tout dessus en fait. Il y a des morceaux de chips, il y a de la pizza, il y a des hamburgers, il y a des glaces, il y a des cannes à sucre. C'est le plus gros bougli-bougla, le plus dégueulasse que j'ai vu de ma vie. Exit Tim Burton, je n'irai peut-être plus jamais voir de ces films parce que c'est pas possible quoi. RIP in peace Dumbo, Disney vous êtes des connards, vous allez voir c'est un pattern assez régulier qui va revenir dans cette vidéo. Laissez Dumbo tranquille. Ça y est les gars, on arrive dans mon flop 10 des 10 pires films que j'ai vus cette année au cinéma. On va commencer avec mon numéro 10. Mon numéro 10, franchement, c'est donner des coups de pied à un cadavre, mais pourquoi ils font ça? Terminator Dark Fate. C'est un reboot de Terminator. Et les films Terminator, c'était tellement de la merde, ils se sont dit, attendez, en fait, on va reprendre à la fin du 2 et on va dire tout ça n'existe plus. Parce qu'il y a un Terminator qui est venu dans le passé pour tout changer. Alors pourquoi c'est de la merde ce Terminator? Pourquoi? Mais parce que... Pourquoi je suis allé le voir quand même? Parce que c'est quand même une bonne question. Je m'étais déjà infligé Terminator Genesis. Bon après, j'aime beaucoup Terminator, donc
donc il y a peut-être ça qui m'a poussé. Et quand j'avais vu le trailer, il y avait ce nouveau personnage, la nana qui est mi-cyborg, mi-humaine. Je trouvais que c'était un personnage assez badass, je trouvais qu'elle a l'air de bien tabasser et ça m'a plu. Je me suis dit ok, peut-être qu'ils vont redonner un nouveau souffle à Terminator, et la bande-annonce se présentait un petit peu comme ça. Regardez, on fait revenir Sarah Connor, on a fait des conneries mais on va proposer une nouvelle vision de Terminator, on va reprendre les choses sérieusement. C'était vraiment pas bien, c'était horrible même. Il y a quand même dans ce film ce truc totalement hallucinant du Terminator repenti. Au début du film, il y a John Connor qui se fait buter, voilà, quand il est gamin en fait, c'est pas un spoil, ouais, il se fait tuer, ça commence, il se fait buter, boum, voilà. Et ce Terminator là qui l'a buté, en fait, il se rend compte que ce qu'il a fait c'était pas bien. Évidemment, la série Terminator a très longtemps et très souvent établi que les Terminators avaient une personnalité, ce qui est un sujet passionnant, mais ce qui n'a aucun sens si tu ne le présentes pas, si tu ne le développes pas. Ça aurait pu être la base du scénario. Il y a un Terminator qui était méchant et qui petit à petit devient gentil parce que c'est une IA tellement développée qu'au bout d'un moment elle commence à avoir des sentiments, elle culpabilise et tout ça. Mais là ils en ont fait un Terminator, il a une femme et il a un enfant. Il a un enfant, c'est un Terminator. Je sais plus comment il l'explique à un moment, genre on a une relation chaste, ma femme elle est pas attirée par ça. Enfin ça te pète l'image du Terminator, genre mais totalement quoi. Donc tout est raté, les séquences d'action sont ratées. Le film en fait se veut être une course poursuite entre cette espèce de nouveau Terminator T1000, je sais plus quoi, T8000, là j'ai l'impression qu'on parle des Nimbus 2000, qu'on est dans Harry Potter. Ah il y a un nouveau modèle de T8000 qui est sorti, allons faire un film avec, ouais. On essaie de te faire passer ce méchant comme une menace absolue, terrible, mais je trouve que l'acteur qui l'incarne et ce que fait ce Terminator là ne dégage absolument aucune espèce de sentiment de dangerosité ou de mort imminente. J'ai l'impression qu'on nous a sorti un méchant lambda, c'est un méchant secondaire qui leur court après en marchant pendant tout le film, et eux ils passent d'un point à un autre, d'un point à un autre, d'un point à un autre, toujours en se faisant courser par ce même monstre. Quand à la fin tu comprends que c'est lui la menace ultime et que le film se voulait être une course poursuite, tu te rends compte que le film a totalement raté ce qu'il voulait entreprendre quoi. T'as des retournements de situation mais tellement péraves, des révélations, tu les vois venir à des kilomètres en vrai. Ça se veut un peu girl power et tout ça, ça se veut en mode on pensait que la révolution des hommes allait être dirigée par des hommes et en fait c'était par des femmes. Tu n'as plus aucune iconisation, tu n'as plus rien qui marche. Quand le Terminator apparaît, je me souviens dans les premiers films, il y a cette espèce de boule d'énergie électrique dans la nuit qui apparaît. Là, cette boule là, elle apparaît au milieu d'une cour, dans un espèce de bidonville, je sais plus, ça se passe au Mexique, je crois. Dans la mise en scène, tout ça, il y a absolument rien d'intéressant, c'est fade, c'est sans saveur. Ce qui me fait le mettre si bas, c'est parce que pendant le film, en fait, j'avais une espèce de dédoublement de personnalité, je voyais un film et j'imaginais la scène en mieux à côté, voilà. L'héroïne, Sarah Connor, le Terminator, enfin Schwarzenegger et la nouvelle meuf qui sont les quatre contre cette espèce de monstre qui se veut imbutable, et ben c'est cool, ils ont une bonne team, voilà. Mais j'aurais aimé qu'ils se fassent défoncer en fait. Pour qu'on ressente du danger face à ce monstre, il faut qu'ils fassent du dégât, qu'ils les pulvérisent en fait, que la nana elle perde tout, que tout le monde meurt. J'aurais bien aimé qu'ils butent même Sarah Connor à la fin, allons-y. Elle meurt pour elle, mais au moins voilà, elle est sauvée pour qu'on montre que pour se construire, pour survivre, ça se fait pas tout seul, il faut qu'il y ait des pertes. Ce film n'a rien d'intéressant, la Terminator pour moi ça s'arrête au 2. Pourquoi s'infliger ça quoi? Pourquoi s'infliger ça? Je ne sais pas pourquoi je suis allé voir ce film. Je n'en ai aucune idée. Vous allez voir, c'est le flop de la nostalgie, où je suis retourné voir des films, mais totalement en tombant dans le piège de la nostalgie. Numéro 9 de mon flop film 2019. Il y a 2 ans, j'étais déjà allé voir la première partie de ce film. Par honnêteté intellectuelle, je suis allé voir la suite. Ça, chapitre 2. En fait, ce que j'avais dit à l'époque, il y a 2 ans, dans ma critique de ça, qui s'était retrouvé 10ème, je crois, de mon flop, et ben la suite connaît exactement les mêmes problèmes en pire. C'est-à-dire que le film a tellement cartonné que les mecs ont laissé un petit peu carte blanche au réalisateur pour faire ce qu'il voulait. Il a fait un film très très long, très très chiant, qui a vraiment tous les défauts empirés du premier film. Je vais le redire, moi j'aime beaucoup le téléfilm qui avait été fait dans les années 80. On jouait vachement bien sur le côté malsain du clown qui du coup virait dans la dangerosité. Là, dans ces 2 films, c'est juste que les clowns qui font peur, ça cartonne sur internet. On surabuse de cette figure du clown pour faire des scènes totalement pseudo-effrayantes. Il y a Jessica Chastain dans le film quand même, voilà, ça tu peux pousser à aller voir. Au début, le film commence sur une scène totalement hallucinante où il y a Xavier Dolan qui fait un caméo, où ce sont 2 jeunes gens qui à une fête se font tabasser. Ils se font tabasser parce qu'ils sont ostensiblement gays. Et du coup, cette scène, tu te dis, ah ok, ça montre un côté un petit peu malsain de la ville, ça montre un côté un petit peu pervers. Et ces mecs-là se font casser la gueule, il y en a un qui tombe dans le fleuve, et en fait, je sais pas pourquoi, ça n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé pendant la séquence de 20 minutes d'avant, où ils se faisaient emmerder parce qu'ils étaient gays. D'un coup, le mec sort du fleuve, et il y a le clown de ça qui arrive, qui le croque et qui le bouffe. Mais genre, ça n'a absolument
Rien à voir. Alors tu te dis, est-ce que c'est parce que les gens sont très très méchants en ville que le clown très très méchant il ressurgit des années après? C'est une explication de merde. T'as l'impression que le film fait genre, hé regardez, moi je parle de sujets vachement sensibles, je suis un malade. Ce qui en soi pourrait être cool, mais faut que ce soit intelligemment utilisé dans le film, pas juste que le film veut surfer sur une mode, tu vois, genre, les gars, on va être vachement politiquement correct, regardez, je vous montre, frapper les homosexuels c'est mal. Attendez les gars, j'oublie, je devais faire un film d'horreur, boum, ils se font croquer par le monstre. Il y a absolument aucun lien entre les deux, ça n'a pas de sens, mec, pourquoi tu me parles de ça? Enfin, très chelou, très bizarre, très nul, très raté. En comparant le téléfilm et ce film-là, on reprend toutes les mêmes scènes, à chaque fois, elles sont totalement mieux dans le téléfilm, beaucoup plus réussi. Il y a ce truc totalement hallucinant, nul et pourri que je déteste, c'est de faire un film à placard. C'est-à-dire qu'on prend un personnage, on lui fait vivre une scène, on prend un autre personnage, on lui fait vivre une autre scène, et les personnages, je vous jure, ils ont cette réflexion totalement conne à un moment de dire, il faut qu'on se sépare et que chacun retrouve l'objet de son enfance pour retrouver sa mémoire. Et le film veut se justifier pitoyablement en faisant dire à un de ses personnages, bah non les gars, si on se sépare, c'est comme dans un film d'horreur, on va tous y passer. Oui, mais c'est important parce que si on est ensemble, ça ne marchera pas. Ah, ça ne marchera pas si on est ensemble. C'est nul, c'est pourri comme idée, c'est ni fait ni à faire, putain, c'est de la merde. Et donc on va avoir ce film hyper long, hyper chiant, où comme dans le premier opus, on voit un personnage, il va vivre un moment un petit peu traumatisant avec le clown, ce qui va absolument rien lui faire. On va voir un autre personnage, il va vivre un autre élément traumatisant avec le clown, ce qui n'aura absolument aucune conséquence. On va reprendre un autre personnage, il va vivre un élément traumatisant avec le clown, ce qui n'aura absolument aucun intérêt. On va prendre un autre personnage. Oui, c'est chiant, mais ils sont 7 ces putains de personnages. Ils sont 7. Tu te tapes 7 fois la même déclinaison de la même scène chiante. T'es à Disney, c'est exactement ça. Tu es à Disney sur ton petit chariot et ouh, il y a un clown qui te fait peur à droite. Ouh, il y a un clown qui te fait peur à gauche. Quelle idée de con. Le film ne se cache pas, le film se veut être un roller coaster d'épouvante dans le manoir de Disney qui fait peur. Voilà. Oh là là, il y a des zombies. Oh, ça fait peur. Il y a une seule scène, je me souviens, qui vaut vraiment le coup. C'est la scène avec Jessica Chastain quand elle revient dans la maison de son enfance et qu'elle se fait accueillir par une petite vieille. Et tu comprends petit à petit que la petite vieille, elle a un truc, elle a un pet au casque. Il y a un truc un peu chelou, surtout quand le monstre apparaît. Il y a ce truc là que j'aime beaucoup. Il sort de l'ombre, mais avant qu'il sorte de l'ombre, t'entends ces bruits de pas hyper impressionnants qui font toum 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 toum, qui sont en train de courir vers toi. T'as vraiment cette montée de tension qui arrive parce que tu l'entends arriver avant même de le voir. Et quand il surgit, c'est hyper impressionnant, ça marche très bien. L'œuvre de Stephen King et le téléfilm à la fin part dans un délire un petit peu extraterrestre et tout ça. Là, tu sens que le film assume pas du tout quoi. C'est un espèce de mélange entre le clown et l'extraterrestre. C'est pourri. C'est un gag. L'autre scène qui est assez mémorable, c'est un très bon montage. Ils sont dans un resto chinois et ils trouvent des mots dans des petits beignets qu'il faut craquer et ils essayent de faire une phrase avec. Et le montage et la tension montent jusqu'à ce que tu te rendes compte en fait qu'il manque un élément. Bah, c'est vraiment bien foutu. Après la scène part dans une espèce de dégueulasse de CGI où t'as les beignets et les rouleaux de printemps qui se transforment en des espèces de libellules bébés papillons dégueulasses. Les CGI sont moches, c'est absolument ridicule. Voilà, bon. Non, j'ai pas aimé ces films, ça fait pas peur. À partir du moment où on te met sur un rail en te disant regarde, tu vas avoir cette fois la même déclinaison de la même scène, au bout d'un moment, au bout de la deuxième fois, t'as plus peur, ça ne marche plus, t'attends juste la fin, c'est un supplice. Il dure 2h10 ce film, je crois. Putain, j'avais qu'une seule envie, c'était de me barrer quoi. Numéro 8. Numéro 8. Mon numéro 8, alors Xavier Dolan a sorti un très bon film cette année, je vous invite à aller voir mon top film de l'année 2019, mais il a également sorti un film pérave, et s'il les a sortis la même année, c'est parce que ce film là dont je vais vous parler, Ma vie avec John F. Donovan, a mis tellement de temps à sortir, il a eu des telles galères de post-production. Écoutez, moi quand je suis allé voir, je savais pas qu'il y avait eu tant de galères pour la post-production, tout ça, c'est son premier film qu'il a fait en Amérique, c'est un film avec Jon Snow, non, comment il s'appelle, Kit Harington. Juste c'est un film foiré en fait, c'est pas bien, c'est juste un film sans fond, ça parle d'un acteur qui n'arrive pas à assumer sa sexualité. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de me remémorer le film, j'avais complètement oublié que le film parlait de l'homosexualité refoulée de Kit Harington, tellement ça m'est passé à l'ouest. En fait c'est un peu une parodie de Xavier Dolan, c'est un peu une parodie de ce qu'il fait, c'est une parodie de lui-même. Tout ce qui est subtil dans ces autres films, il n'y a rien qui marche là. Xavier Dolan il aime beaucoup utiliser la musique d'une certaine époque, une certaine, j'ai envie de dire ancienneté, ça marchait très bien dans Mommy, on ne change pas. Mais là il utilise que des musiques un petit peu modernes, il nous balance du Adele parce que ça y est, il a réalisé un clip de Adele. La musique est beaucoup trop forte par rapport à ce qui se passe dans le film. Ouais, c'est une scène de malade, c'est une scène avec du rythme. Regardez, on est dans Drive là. Et ben non, ça marche pas. Ouais, je sais pas si ça a été massacré au montage ou quoi. Apparemment, il y avait Jessica Chastain qui avait un rôle dedans et ils l'ont dégagé au montage. C'est dire si le film a dû être rafistolé. Il y a Nathalie Portman qui joue dedans. Alors il y a une scène sympa sous la pluie où ça y est, l'enfant et la mère se disent des trucs intéressants, se disent des belles choses. Vraiment, je n'ai rien retenu de ce
film quoi. En fait c'est un film qui n'a pas d'histoire de fond, c'est un film qui n'a pas de base émotionnelle et du coup on a l'impression qu'on tire sur l'émotion, alors que le film ne te raconte rien. Je préfère quand Xavier Dolan il revient à des trucs un petit peu plus intimistes comme ce qu'il a fait avec le film dont je vous parle dans mon top 10. Numéro 7. Numéro 7, j'ai fait une petite égalité parce que c'est un peu la même merde. Aussi insipide l'un que l'autre. Je vais donc parler de Captain Marvel. Et je vais parler de X-Men Dark Phoenix. Oh, le Phoenix sombre. Le Phoenix sombre. Alors, Captain Marvel, je me suis infligé ça parce que je savais que le personnage était dans Avengers Endgame. Et je me suis dit que c'était peut-être important d'aller le voir avant Avengers Endgame. C'est une grossière erreur. Un vrai piège à souris. Je ne pouvais plus me sortir de ce film. C'est le film le plus fade, le plus insipide, avec le personnage le moins charismatique de tout l'univers Marvel. Ce film ne te raconte absolument rien. Le seul intérêt de ce film, c'est une blague avec un chat. Il y a des extraterrestres qui ont une espèce d'objet qui permet de calculer la puissance d'une créature. Ils regardent les humains, leur puissance c'est 15, ils regardent le chat, la puissance du chat c'est 3000, voilà. C'est la seule vanne, c'est tout ce que j'ai retenu d'intéressant dans ce film. Le personnage est inintéressant, je sais plus quoi, il perd la mémoire. Évidemment, le personnage tombe totalement dans cette espèce de merchandising pitoyable du féminisme. C'est pas le pire film, vous allez voir, qui fait ça cette année. Alors moi je suis très féministe, hein. Ouais, je pense que c'est important de montrer des films où les femmes sont libérées et les femmes ont des rôles importants, mais cette espèce de marchandisation de l'émancipation de la femme, ça me pète les couilles. C'est vraiment Disney qui surfe sur une mode, c'est vraiment ça. Les gens dans Disney, autour de la table du producteur, ils voient le féminisme comme une mode. Il faut les tabasser ces gens-là, il faut leur péter la gueule. Il y a une scène qui est cool où t'as le grand méchant qui commence à lui faire une putain de déclaration. Ouais, c'est grâce à moi si t'en es là, tu me dois tout, incline-toi parce que je vais te péter la gueule, t'as intérêt à m'écouter parce que sinon elle pouf, en fait elle le défonce et il s'envole aux fraises. Ça c'est cool, ça c'est drôle. Ouais, ça c'est un bon gros fuck au patriarcat. Ça c'est marrant. Mais oui, le côté je suis une femme forte et je l'assume. J'ai l'impression d'être dans une pub quoi. Une pub L'Oréal de merde. Pourtant le pitch aurait pu être pas mal. C'est un personnage qui se rend compte qu'il a été manipulé toute sa vie et qui ensuite se rebelle. Marvel ils ont fait 4 bons films dans leur vie. Alors calmez-vous hein. Oh Avengers c'est génial. Oh, ouais, calmez-vous. X-Men Dark Phoenix c'est adapté d'un des meilleurs arcs narratifs du comics. Bon c'est une merde, il y a absolument rien à en dire. C'est un massacre total du matériau de base. Je vous invite vraiment à aller voir le documentaire en 3 parties qui a été fait par Comic Book Girl 19. C'est une américaine qui est passionnée de comics, qui est également passionnée de X-Men. Elle a fait des documentaires passionnants sur les X-Men. La deuxième partie, elle parle de la saga du Phoenix. Et la troisième partie, elle parle de la saga du Dark Phoenix. Dark Phoenix, c'est une étape passionnante des X-Men. C'est Jean Grey qui, pour sauver ses amis, fait un pacte avec une entité au pouvoir incommensurable, cosmique. Et elle se fait posséder par cette entité-là. Faut s'imaginer, Jean Grey, c'est un être humain un peu comme nous qui a des pouvoirs assez incroyables, mais qui se fait posséder par l'entité la plus puissante de l'univers. C'est quelque chose de totalement démesuré et elle n'arrive pas à la contenir. Et Jean Grey est obligée d'utiliser ses pouvoirs presque malgré elle parce que le Phoenix qui est en elle veut cracher toute cette puissance qu'il a en lui, quoi. Voilà. Et Dark Phoenix, c'est Jean Grey qui se lève totalement pour sauver ses amis possédés par le Phoenix. Elle libère toute sa puissance et le Phoenix va lui faire des choses terribles. Et donc il y a ce parallèle là qui est génial de Jean Grey, un des personnages les plus gentils, les plus attachants, c'est l'amoureuse de Cyclope qui va devenir le grand méchant et que les X-Men vont devoir combattre et même peut-être devoir tuer. Oui mec, le pitch est passionnant putain. Osez pas me dire que vous avez vu ça dans ce film. Osez pas me dire que ce film a une once de bout de prout de la grandeur qui est Dark Phoenix. Mais c'est un scandale ce truc. C'est un scandale. Tous les acteurs sont pitoyables, l'histoire est nulle. Il y a Jessica Chastain, putain mais décidément Jessica Chastain revient, qui joue une extraterrestre, mais c'est les extraterrestres les plus moches que j'ai vu de toute ma vie. On n'a pas d'idée pour les extraterrestres, on va faire quoi? On va faire des êtres humanoïdes, tout lisses et tout marron, ils sont très grands et voilà, c'est moche, nul. C'est pas bien de faire ça. Mais moi je serais un vrai fan des X-Men et des comics, mais j'aurais foutu le feu à la salle. La fin c'est un bordel avec ces espèces d'extraterrestres qui attaquent le train et il y a tout le monde qui essaie de protéger Phoenix parce que non c'est notre ami, par le pouvoir de l'amitié nous allons réussir à contrôler Phoenix. Je sais même pas de la fin pour vous dire. Je crois que ça se finit où elle se sacrifie en mode non je pars dans le ciel, je ne veux pas blesser personne. Ne vous matez pas cette daube, allez vous mater, je vous en supplie, c'est génial les documentaires qu'a fait Comic Book Girl 19, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est pour ça que je vous parle de ce film, c'est que peut-être ce film va pouvoir vous permettre de découvrir une vraie saga magnifique du comics, le Dark Phoenix et le Phoenix. Numéro 6. Numéro 6, c'est le film Us de Jordan
pile ou face, pile je gagne, face tu perds, putain on a tous perdu, c'était pas bien. C'est un film qui a beaucoup de bonnes intentions je crois, mais c'est un film qui ne marche pas du tout. Jordan Peele c'est celui qui a fait Get Out, tout le monde n'en pouvait plus, ah, Get Out, ah, c'est le meilleur film de tous les temps, c'est un film absolument incroyable, c'est le film d'épouvante le plus incroyable du siècle. Moi je le trouve assez quelconque Get Out, je le trouve ouais tout à fait lambda, c'était pas un mauvais film, mais je trouve que dans Get Out, l'humour marchait, il y avait ce subtil mélange à des moments bien dosés entre humour et film d'épouvante. Ça ne marche pas du tout dans ce film-là. Ou alors c'est beaucoup trop surexploité, c'est trop utilisé, il y a trop d'humour qui viennent péter le délire à chaque fois, il y a vraiment plein de blagues qui tombent à l'eau, je vois que le film essaie de me faire rire et ça marche pas du tout. Je vais quand même dire ce qui m'a plu dans ce film parce que tout n'est pas à jeter. La première scène est absolument géniale, absolument terrifiante, ça m'a réveillé des hantises en moi, mais vraiment je me dis mais sous le film est comme ça, je suis mort. Mais RIP in peace moi-même, je suis décédé, c'est fini pour Wham. Le film va me tuer, il va me tuer, mon cœur se serait arrêté. C'est une gamine qui a une fête foraine dans les années 70 et en fait elle rentre et elle se perd dans une galerie des miroirs, une galerie des glaces. C'est un endroit où il y a des miroirs de partout et tout ça. Rien que de vous en parler, j'ai encore des frissons. Elle se perd et d'un coup elle entend... Il y a quelqu'un qui siffle et elle commence à avoir trop peur et moi non mais j'étais au bout de ma vie. Au bout de ma vie. Et elle se recule et tu vois quelqu'un derrière elle, tu vois une autre petite fille tout comme elle qui est juste derrière elle et quand elle se retourne vers ce reflet, tu vois que le reflet lui il bouge pas, qu'en fait il y a quelqu'un derrière elle. Et là tu vois juste sa réaction à elle, la terreur sur son visage, putain j'ai encore des frissons et rien que de vous en parler mais quelle hantise, j'ai peur là franchement, en vrai j'ai peur. J'ai peur, je suis solo chez Wham mais je regarde la porte, je suis pas seul là. Non je suis sûr, mais ça m'a fait flipper mais j'avais oublié ce truc. Je suis une vraie merde moi. Moi je voudrais faire des films d'épouvante là, je suis en train d'en écrire. Je suis la plus grosse flippette de la terre. Quand je rentre dans une salle de cinéma et que je vais voir un film d'épouvante, je me demande qu'est-ce que je fous là, voilà. Donc ça, vraiment génial. Il y a cette scène qui commence et vraiment j'étais pris, j'étais happé. Le point important que j'aimerais signaler quand même dans ce film qui est très bien réussi, c'est le jeu des acteurs. Us, c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve d'un coup envahie chez elle par des gens qui sont leurs doubles. Ils sont hyper flippants, qui sont totalement différents d'eux, mais je trouve que la gamine notamment joue super bien son double maléfique. La mère elle joue trop bien son double. Elle parle comme ça. Il parle comme ça, c'est absolument terrifiant. Mais je trouve que le film, oui, va trop dans le côté un peu qui se veut un peu rigolo et va trop dans le what the fuck. Le pitch est cool, mais ça va trop loin, tu attends un petit peu les retournements de situation à l'avance, ça n'est pas vraiment flippant en fait, comme ça aurait pu l'être. C'est un film qui a des bonnes imageries, mais des fois en plus il tombe un petit peu dans le malaisant sans le vouloir en fait, ça devient un petit peu ridicule. Le délire final, c'est compliqué quoi, ça me paraît difficile d'y adhérer ou d'y croire, mais je pense que c'est un film qui aurait dû se recentrer plus sur ce délire là, juste ce côté flippant, chez toi débarque t'es double et ça aurait vraiment pu être quelque chose d'exceptionnel parce que le pitch de base, c'est pour ça que je suis allé le voir, est vraiment ultra flippant. Je trouve que c'est un film d'horreur assez classique avec des jumpscares assez classiques, au bout d'un moment t'as compris le truc quoi. Numéro 5. Mon numéro 5, c'est Brooklyn Affairs de Edward Norton. J'adore Edward Norton, je trouve que c'est un acteur super. Et là il s'est lancé, il s'est dit allez je me chauffe, je vais faire un film, je vais réaliser mon propre film, je serai réalisateur et acteur. Putain, mais c'est un supplice! C'était un supplice, c'était 2h30, je crois 2h30. Il m'a paru une plombe ce film, et ça faisait longtemps que je m'étais pas autant fait chier au cinéma. Pourtant le film a tout pour me plaire, c'est une histoire de détective privé dans les années 20, les décors, les costumes, tout ça a été vachement bien travaillé, il y a un vrai travail de reconstitution. C'est tout ce que j'aime quoi, des films policiers avec des acteurs que j'adore. Bruce Willis il sert à que dalle, il est là dans 2 scènes, Willem Dafoe il est totalement à côté de ses pompes, l'histoire est totalement supra inintéressante. Tu ne t'attaches pas aux personnages, tu ne t'attaches pas aux enjeux. C'est juste un film qui te dit regardez, ces mecs-là sont un peu des salauds. Et ça se veut un film qui a un fond social, mais qui est trop maltraité, sous-traité. Edward Norton, il a fait le choix d'interpréter un personnage qui aurait pu être vachement intéressant, mais qui n'est pas du tout exploité. C'est le personnage d'un mec qui est un petit peu... Il est pas autiste, mais il a des tocs. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de... Ah, il a posé des cris comme ça. Ah, pis de couille chaude. Voilà, il a pas Gilles de la Tourette, mais c'est pas loin quoi. Et il arrive pas à se contenir. Et du coup il y a ce truc là vachement intéressant sur le papier où tu te dis putain c'est un détective, il va devoir résoudre une enquête tout en ayant un handicap hyper lourd qui l'empêche d'enquêter correctement parce que il peut pas avoir des conversations normales avec les gens, il peut pas se comporter normalement, il peut pas être discret. C'est juste totalement inexploité. Ce truc là du personnage ne sert absolument à rien. Donc c'est juste totalement agaçant et insupportable parce que pendant 2 heures de film tu te tapes Edward Norton qui au milieu d'une phrase il va commencer à crier comme
ça. C'est énervant. T'es énervé à la fin en sortant du film. Juste c'est un film qui t'a stressé. La réalisation est une des réalisations les plus lisses, les plus inintéressantes. C'est filmé par une patate, ça aurait été la même chose quoi. Le mec pour filmer une scène, et ben il a posé la caméra. Voilà. Il pose la caméra, il fait un chant, il fait un contre-chant. Waouh! Putain, on est sur la lune là, on est sur la lune. Brooklyn Affairs, la plus grosse déception de cette année, je pense. Je m'attendais vraiment à un truc qui me parle. C'était un film qui était fait pour moi et c'était en fait un film qui était pas fait pour moi. C'est totalement raté. N'allez pas voir cette daube. Le film ose se dire comme le nouveau LA Confidential. J'espère que vous avez vu LA Confidential. C'est un des meilleurs films policiers, un des meilleurs thrillers que vous allez voir de votre vie. C'est génial. Je sais bien parce que ce flop me permet de vous parler de bons films. N'allez pas voir Brooklyn Affairs, c'est raté. Numéro 4. Numéro 4. Alors là, non. 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 Non, les amis. Non. 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 Non, 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 pas d'accord. En vrai, je suis vraiment énervé. Non, non, pas d'accord. Midsommar, non, non, pas d'accord. Je le mets assez haut parce que j'ai détesté ce film. Le mec a fait un choix radical. C'est le mec qui avait fait Hérédité. Et j'étais un peu un défenseur de Hérédité parce que je trouve que c'était un film qui avait des très grandes qualités, très bons jeux d'acteurs, Toni Collette et tout ça. C'est Harry Ayer. C'est Harry Ayer, je crois que c'est Harry Ayer. Il y avait des scènes absolument terrifiantes. C'était un film qui jouait sur les ombres. Je me souviens, dans Hérédité, il y a un personnage à un moment qui se réveille et tu vois quelqu'un qui est dans le coin en haut à gauche de l'écran, dans le coin de la chambre, ça fait trop flipper. Et du coup il ressort un film et je me dis, allez c'est parti, je vais me mater ça. Il y a une très grande différence entre le film malsain et le film ridicule. Et ce film pour moi, de par sa réalisation, de par ses choix de caméra, de par ses angles, sombre totalement dans le ridicule. Le film commence très bien pourtant, vraiment très très bien, j'étais vraiment totalement emballé. C'est l'histoire d'un couple qui est sur le point de se séparer, le mec a plus rien à foutre de cette nana. Sauf que cette nana, dans sa famille, elle va connaître une tragédie absolument atroce, quelque chose d'extrêmement violent, elle va être totalement détruite. Et j'aime beaucoup cette idée qui parle peut-être à beaucoup de gens, mais dans ta vie des fois tu te retrouves coincé avec quelqu'un parce qu'ils ont connu quelque chose de tellement horrible que tu n'arrives pas à les quitter. Tu te dis que c'est pas le bon moment pour les quitter. Et donc ce couple avec des amis vont partir, je crois que c'est en Suède, dans un endroit où il ne fait jamais nuit. Putain, je suis trop innovant, regardez, je fais un film d'épouvante qui se passe de jour, mais waouh, mais il fallait tellement oser, je suis tellement créatif, intelligent, donc tout le film se passe de jour. Bah super, nickel. Ce que ça apporte, ça vous me le redirez. Le travail sur le jour est totalement sous-exploité. Mais je trouve que c'est un film qui veut surfer sur la vague du malsain et du bizarre. Mais c'est juste ridicule en fait. C'est totalement ridicule. Le film n'a tellement rien à te raconter d'effrayant ou de perturbant que t'as une scène extrêmement violente, extrêmement trash qui arrive très très vite dans le film. C'est des personnes qui sont dans une communauté hippie, qui ont des rites un petit peu glauques et chelous, et quand on leur monte un de ces rites au bout du deuxième jour, mais putain, mais t'as qu'une seule envie, c'est de leur dire mais barrez-vous en courant. Il y en a deux qui font des personnages qui sont là en mode oh non, c'est horrible, mais barrez-vous si vous trouvez ça horrible. Ça n'a aucun, vous êtes pas coincé. Il y a des voitures, tirez-vous, ça n'a aucune logique que vous restiez là à cet instant T. Cette scène a été mise là que pour choquer le spectateur le plus rapidement dans le film. Pour moi, la logique aurait voulu que cette scène arrive vers la fin. Mais non, on vous le montre direct, c'est complètement con. On te fait croire que les personnages y restent parce qu'ils ont un intérêt un petit peu scientifique pour la chose. Ils veulent écrire une thèse dessus. Putain, mais c'est d'une connerie. Le malaisant dans ce film est à base de poils de pubis dans la tarte et de règles dans le verre. C'est tout. Oh, regardez, oh, c'est bizarre. Oh, c'est perturbant, c'est malsain. Oh, elle a mis ses règles dans son verre à lui. Bleh, les règles menstruelles, hein, voilà. Le film se veut malsain pour toi, mais ne veut pas renvoyer le côté malsain à ses personnages. Il y a des personnages qui disparaissent au fur et à mesure, et personne ne se pose de questions. Il y a un moment où ils sont plus que 4, il y en a déjà 2 qui sont partis, ils entendent un cri dans la forêt au loin, et ils disent tiens, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est vrai que ça n'a aucun rapport avec le fait que Bobby ait disparu depuis 2 jours. Et c'est vrai qu'on est dans une communauté tout à fait chelou, avec des rites extrêmement glauques et violents. Mais bon, après que les gens disparaissent au fur et à mesure, c'est tout à fait lambda. Tout va sûrement très très bien se passer. Je trouve que l'actrice principale joue très très bien, mais je trouve que l'évolution de son personnage, pareil, n'a pas de sens. Il y a des bonnes idées visuelles sur des distorsions de l'espace. Je dis pas que l'idée, les graphismes, le choix des imageries, tout ça est inintéressant. Mais les personnages, ils sont d'une connerie. Le malaisant est tout raté, je trouve. Enfin, moi je n'ai pas du tout accroché à Midsommar. Pour moi ça a été un très long supplice. Il est pas déviant ton film, il est pas déviant, il est juste ridicule, il est pas bien mis en scène. Franchement, si vous avez le courage de vous infliger ça, mais je suis fier de vous hein. Même si c'était une expérience déplaisante pour certains, c'est le côté bizarre et original qui a pris le dessus et qui leur a plu. Je salue quand même le choix un peu artistique d'avoir osé faire ça, mais pour moi c'est une expérience ratée. Numéro 3. Numéro 3, c'est dans le podium, le trio de tête des films les plus merdiques que j'ai vu cette année. Le Roi Lion de Jon Favreau. Bah déjà, c'est le Roi Lion, hein, c'est mon enfance, le Roi Lion, c'est l'enfance de tout le monde, donc voilà, pourquoi pas. Et Jon Favreau, je me suis dit, allez, why not.
T'as l'impression d'être sous LSD en fait ce film, t'as l'impression d'être totalement sous LSD. Donc ils ont pris le pari de refaire le Roi Lion en version extrêmement réaliste. À l'époque, quand ils avaient créé le Roi Lion en dessin animé, les gens ne pensaient pas que l'anthropomorphisme, donc dessiner des animaux avec des expressions humaines, ça allait marcher. Mais c'est ça qui fait toute la saveur du Roi Lion. Ça permet de créer des trucs extrêmement comiques, extrêmement tristes, d'avoir des vraies expressions hyper bien travaillées sur le visage des animaux. Et là, c'est des animaux qui parlent quoi. Ça ne marche pas du tout. Donc tu perds absolument toutes les expressions faciales, toutes les expressions de tristesse. Là, la mise en scène dans le film ne vient absolument pas rattraper tout ça. C'est très beau, mais c'est très beau 2 secondes. Et je vais même vous dire, c'est juste ridicule. Parce que c'est tellement réaliste que ça en devient presque chelou et bizarre. Quand t'as tout le monde qui vient acclamer la naissance de Simba, et bah t'as le crocodile qui est à côté de l'autruche, et ça fait juste chelou. T'as un putain de crocodile qui se prosterne à côté d'une autruche, et tu te demandes pourquoi le crocodile, et bah il bouffe pas l'autruche. T'as cette espèce de rassemblement d'animaux, t'as l'impression d'être dans une secte en fait. Tu perds toute la magie que crée l'animation. Timon et Pumba, comme leurs personnages ne sont plus du tout cartoonesques, ils ne dégagent plus rien à l'image, ça s'est remplacé par des espèces de vieilles vannes, ça devient les 2 comiques pourris qui font vanne sur vanne sur vanne sur vanne, mais c'est bidon. Tout ce qui est rajouté dans ce film est totalement inintéressant. On peut enlever mais 1 heure du film qui ne sert absolument à rien. Toutes les musiques sont hachées mais menues, soyez prêtes, totalement ratées. T'as plus du tout, bah oui, le côté impressionnant qu'avait la séquence dans Disney, parce que c'était une séquence avec des grosses vapeurs vertes, il y avait cette espèce de défilé de, comment elle s'appelle, les hyènes, c'était presque un défilé nazi, avec des lions photoréalistes et des hyènes photoréalistes, ça fait juste pitié. Et du coup ils perdent absolument tout et ils ne proposent absolument rien en échange. Oui, alors la performance technique est sympa, mais au bout de 2 secondes t'es lassé, au bout de 2 secondes ça t'a gavé. L'amour brille sous les étoiles, ils nous refont l'amour brille sous les étoiles. La scène, c'est en plein jour. C'est en plein jour. Ils sont en train de chanter l'amour brille sous les étoiles. Il fait jour. Où est-ce qu'ils sont foirés les gars? Ils ont pas écouté la chanson, ils ont pas vu le film d'origine. Et je suis désolé, Elton John en VO c'est Can You Feel the Love Tonight? Et c'est pas Today. Ça rend aucun sens. C'est un espèce de truc trop chelou où ils sont en pleine savane, en pleine journée, l'amour brille sous les étoiles. Et c'est complètement con. Dans Aladdin, ils font ce rêve bleu et le ciel il est tout rouge. Ouais, c'est le fou rire. C'est le fou rire, ça ne marche pas. C'est vraiment, tu te dis, mais les gars n'ont rien compris quoi. C'est la ressucée extrême pour moi le Roi Lion, c'est te dire regardez on va refaire un nouveau film avec des autres moyens, mais le film n'a pas été pensé pour ça, le film n'a pas été conçu pour ça. Donc soit tu proposes un film très différent qui met en avant le photoréalisme, soit tu arrêtes, tu fais pas ça, laissez-nous tranquilles putain, laissez-nous avec les dessins animés de notre enfance. Je sais pas combien il a fait de milliards ce petit fils de pute de Roi Lion. Moi les Disney c'est terminé. Je me souviens de toutes ces séquences incroyables quand je voudrais déjà être roi, où il y a des espèces de piles d'animaux qui se font, il y a des colonnes, où il y a les hippopotames qui sont sur le dos des autruches, qui sont sur le dos des crocodiles, qui sont sur le dos des éléphants, et il y a Simba qui est en haut au milieu des fleurs et tout ça. Bah là, Simba en fait il galope au milieu d'un troupeau, voilà, il galope et il passe entre les pattes des animaux. Mais tu perds tout, tu perds l'intensité, tu perds la drôlerie, tu perds tout ce qui fait le charme de l'animation quoi. Ils se sont dit on va faire du pognon. Ah oui, ah c'est vrai que adapter un film animé en réel ça marche pas. On est dans la merde. Et bah tant pis les gars, on va le faire quand même, voilà, on va le faire quand même. Je suis outré qu'ils aient osé refaire le Roi Lion, voilà. Parce que ce film maintenant existe et quelque part ce film gâche le Roi Lion de notre enfance. Mais pour moi il y a qu'un seul Roi Lion. Et bah là non, ça devient une tâche ineffaçable. Tu peux pas revenir en arrière. Le fait que ce film cartonne, ça ne peut que pousser Disney dans leur délire de ne pas se réinventer et de reproposer les mêmes merdes, des photocopies de photocopies de photocopies. Dans 20 ans ils vont nous faire un remake du remake du Roi Lion. Ah oui, alors c'est un remake en animation, du remake en synthèse du film original. À chier. C'est à chier. Numéro 2. Voilà qu'elle Mais attendez les gars, mais on n'a pas fini avec Disney. Bah non, parce que Dumbo c'était pas déjà assez nul, le Roi Lion c'était toujours pas assez nul. Ils peuvent faire encore plus nul. Ils ont fait Aladdin les gars, Aladdin. Oh là là, mais c'est pas bien. C'était le pire truc que j'ai vu de ma vie. Vraiment, c'est le pire Disney que j'ai vu de ma vie. C'est une espèce de bouillie d'images de synthèse. Les décors, les costumes, tout est moche, tout est pitoyablement disneyique, beau et kawaii et rose bonbon et bleu et violet. Ah, tout est beau, tout est mignon. C'est vraiment le plus gros crachat qu'on pouvait faire à la gueule des dessins animés de notre enfance. Et ce qui est ouf, c'est que c'est la même firme qui ose proposer ça, quoi. Tu peux dire c'est un concurrent qui a volé la licence Aladdin à Disney. Non, non, c'est Disney qu'on fait ça, c'est Disney. Et ils ont foutu en réalisateur Guy Ritchie. Guy Ritchie, le mec qui avait fait Arnaque, Crime et Botanique. Je crois qu'il avait fait Snatch. C'est un mec qui avait fait des bons films au début de sa carrière. Et là, mais c'est le naufrage, les gars. Mais c'est infect. Je suis en train de réfléchir à des qualités du film, mais il n'en a pas. Il n'en a pas. Si, alors quand même, une qualité. Déjà, le rôle de Jasmine est un petit peu plus poussé et évolué que le rôle dans le dessin animé qui était vraiment je suis une princesse triste enfermée dans son palais. Et l'actrice, je vais dire, joue pas trop mal et surtout elle a une belle voix. Elle a le mérite de chanter et jouer, voilà.
quoi. Ah, voilà, c'est tout, c'est tout. Mais les chansons qu'ils lui ont rajoutées, mais sont d'un anachronisme, mais total. C'est-à-dire que t'as les chansons d'Aladin qui sont reprises, qui sont absolument dégueulasses, hein, c'est repris en version pop, dans une version moderne, c'est atroce, c'est ultra mal mis en scène parce que pareil, c'est pas animé, donc tu perds tout le côté splendeur, tout le côté délirant, tout le côté hyper punchy que les chansons avaient dans le dessin animé. Les chansons qui sont rajoutées pour Jasmine, c'est Lady Gaga quoi. C'est-à-dire que d'un coup, t'étais dans un monde un petit peu médiéval, arabo-musulman et tout ça il y a très très longtemps, et d'un coup t'as une diva qui te tape des putains de high notes. I won't be silent. Enfin, tu sors complètement le film. T'es projeté sur une scène dans les années 2010 là, t'es en plein concert. Insupportable merchandising, mais ça revient à Disney, ils sont coincés avec ça. Insupportable merchandising du féminisme. C'est ça qui me vénère, c'est qu'on ne te montre pas des femmes qui sont libérées, qui ne se laissent pas faire par les hommes, qui sont implacables, qui sont badass, qui leur rentrent dedans. Non, non, on surfe sur le féminisme comme une espèce de mode. Regardez, c'est maintenant, c'est Disney l'a dit, c'est le moment de vous libérer de l'emprise des hommes, les femmes. Mais on vous a pas attendu, bande de connards. On était là avant, putain. On est en 2020 et il y a Disney qui commence à faire des films pour vous dire, regardez, c'est bon, c'est parti les filles. Ce monde veut vous rebeller, vous êtes des femmes fortes. Mais c'est le discours le plus pitoyable, le plus mal mis en scène de la terre quoi. Ça dessert totalement ce que ça veut faire. Si c'est ça que vous voulez faire pour libérer les femmes, bah putain on n'est pas rendu les gars. Quand Rey dans Star Wars 7, elle arrête pas de demander à Finn de lui lâcher la main, mais c'est des visions mais tellement archaïques. C'était il y a 100 ans ça les gars putain. T'as l'impression que Disney se font les vecteurs de la bonne morale. Ils ont bien compris ce qui se passait dans leur société, que c'était le moment de libérer la femme. Les bandes de FDP putain je vous dis on vous a pas attendu bande de connards. Will Smith totalement pitoyable. Will Smith c'est le pire génie que je pouvais imaginer de ma vie. On a tous une nostalgie de Will Smith, il a tous une petite part sympa dans notre cœur, mais il fait de la merde Will Smith, ça fait des dizaines d'années qu'il fait des films de péraves, pourris, nuls. Il est pas bon cet acteur, il essaie de camper un génie, mais il campe un génie qui n'est pas animé, et du coup tout le côté un peu hyper sympa, hyper fun, hyper catchy, hyper intense du génie, bah tu le perds, et c'est remplacé par quoi ça? C'est remplacé par des séquences de beatbox. Le génie pendant la chanson Je suis ton meilleur ami, il te tape un beatbox, mais c'est pitoyable. C'est pas Aladdin. Je me suis jeté par terre à ce moment-là, je dis non. Je me cachais derrière le siège de mon voisin, je voulais pas voir ça. Ah oui, oh putain, j'ai fait oublier de vous parler de ça. Jafar et Iago, Jafar. Mais l'acteur qui l'interprète est totalement à côté de la plaque. Déjà, il est trop jeune par rapport à l'acteur qui aurait dû interpréter Jafar. Mais comme Disney fait que des films pour les gamins, et ben ils se sont dit on va foutre un mec qui a 20 ans pour interpréter Jafar. Et c'est vraiment genre je suis méchant. Oh, j'aimerais être encore plus méchant en devenant un génie. Et je parle avec une voix de méchant comme ça. Et Iago, bah Iago, il est plus animé. Iago, il a plus tout ce côté cartoon. Donc c'est quoi Iago? C'est juste un perroquet gaga, comme un perroquet de pirate qui connaît 3 mots et qui a balancé 3 punchlines de merde pendant tout le film. Il sert juste à un moment à se faire transformer en perroquet géant pour poursuivre Aladdin. On en est là. C'est-à-dire que les mecs ont réussi à déécrire des personnages. Ce film est une entreprise de déconstruction, de destruction massive. Il n'a absolument aucun intérêt. Voilà. Dégueulasse. Dégueulasse, Aladdin. Dégueulasse. Numéro 1 de mon flop 2019. On arrive à l'escroquerie du siècle. C'est le film le plus infâme, mais par sa nullité, sa médiocrité. Mais c'est pitoyable d'avoir osé sortir Glass. M. Night Shyamalan, il est perdu ce mec. C'est un mec qui a fait des films incroyables, mais ce qui me rend ouf et ce qui me fait encore plus mal, et c'est pour ça que j'en mets ce film si haut, c'est parce que ce mec a osé détruire la plus grande œuvre de sa vie. Incassable, c'est un des films de super-héros les plus immenses qu'on peut connaître. C'est un des meilleurs films de Bruce Willis. C'est un film qui avait des vraies mises en scène, des vraies séquences bien pensées, un méchant absolument incroyable, des rebondissements, une ambiance, un traitement du super-héros qui est absolument sublime. Et le mec nous a sorti Split et Glass. Monsieur Chiant a décidé de créer un Shyamalan Cinematic Universe. Plusieurs films qu'on n'imaginait pas se retrouvent en fait dans le même univers et donc qui croisent Incassable et comment ça s'appelle? Et Split. C'est un croisement qui amène à la plus grosse daube de cette année. C'est un film à se suicider d'ennui. Une des réalisations les plus plates, les plus inintéressantes que j'ai vues de ma life. Ça commence de manière un petit peu intéressante. Tu sens qu'il va y avoir une confrontation entre la bête et Bruce Willis.
C'est évacué en 2-2, les mecs ils sont internés en 30 secondes et le film passe 1h30 dans ce putain d'asile psychiatrique où t'as une connasse qui essaye de te faire comprendre à toi spectateur et à ces personnages là qui ne sont pas des super-héros mais qui se prennent pour des super-héros et qui se prennent tellement pour les super-héros qu'ils ont développé des aptitudes un petit peu exceptionnelles. Le pitch est intéressant mais au bout de 2 secondes t'as compris bordel. Au bout de 2 secondes t'as fait le tour du truc. Elle te parle de ça, elle parle de ça à un autre personnage, elle les prend à part dans une pièce en leur disant vous vous prenez pour un super-héros mais vous n'êtes pas un super-héros. Après t'as le fils de Bruce Willis qui revient dans son bureau, elle explique pendant 2 heures votre père il se prend pour un super-héros mais en fait ce n'est pas un super-héros, c'est ça pendant 1h30, c'est chiant à mourir. Il y a aucune espèce de développement de personnages, ils sont enfermés les personnages dans des cellules, c'est d'une connerie, d'une bêtise. La cellule de James McAvoy, qui est donc la bête, qui a des changements de personnalité, c'est une cellule où dès qu'il devient agressif, il y a des flashs, et les flashs font que il redevient gentil. Il a des coussins, putain mais faut pas être un putain de génie, tu prends ton connard de coussin, tu te le fous sur la gueule comme ça, et puis tu cours et tu évites les flashs. Mais putain mais les gars, j'ai pas fait maths sup pour découvrir ça. Tout est absolument aberrant, débile, complètement con. C'est vraiment le film qui te dit ouais, je vais vous montrer les super-héros comme vous les avez jamais vus. C'est une relecture totale des super-héros. Mais arrête, tout ce que t'arrives à faire, c'est de faire un combat pitoyable. Le combat de la fin, ça se passe sur un putain de parking. T'as 3 pélos qui se prennent pour les super-héros, qui se foutent des vieilles tatanes sur la gueule. Je vous spoil, mais j'en ai rien à foutre. Ça te brise les mythes, ça te brise ce que tu avais aimé. La faiblesse du super-héros qui est interprété par Bruce Willis, c'est qu'il craint l'eau, il devient totalement faible dans l'eau. Le mec meurt en se faisant noyer dans une flaque. Dans une putain de flaque. On m'a jamais pissé autant à la gueule quoi. C'est tellement ridicule que ça vire, ouais, au côté un peu pitoyable. À un moment il y a ce plan qui se veut un peu émouvant, un peu terrible où Mr. Glass, qui a donc des os de verre, il tombe de sa chaise et le plan est misérable. Misérable, c'est vraiment... Le mec tombe et ça fait... Non, c'est... Attendez, j'ai pas bien fait. Ma chute n'était pas aussi pitoyable que ce que vous renvoie le film, c'est... J'ai mal. Il fait le caméo le plus chiant, le plus long de sa terre. M. Night Shyamalan, il fait des apparitions dans tous ses films. Et là, je sais pas pourquoi il a un dialogue avec Bruce Willis, mais qui dure une plombe, qui est totalement inintéressant. Il y a aucun moment qui ne va plus dans ce film. Même à la fin, ça se veut révélation sur révélation. Le twist final, mais tellement nul. C'était pas les super-héros. Mais en fait... c'était vraiment des super-héros. Et c'est du bon moi, c'est du bon ce soir. Allez, voilà, c'était super cool. Non, mais je te jure, il y a rien qui ressort de ce film, quoi. Glace, un supplice. Les relations entre les personnages sont nulles. La gamine qui jouait dans Split, le mec dans Split, la bête, il a quand même bouffé devant elle ses 2 copines. Et bah là, t'as cette espèce de vieux personnage qui a le syndrome de Stockholm et qui tombe un peu amoureux d'une des personnalités de cette créature-là. Comment tu peux y croire? Comment tu peux apprécier un film comme ça, quoi? Mais je chie sur ce film, mais vivement qu'il n'y ait plus jamais de suite, quoi. On peut pas accepter ça qu'un film magnifique comme Incassable et une suite aussi nulle et aussi ravagée quoi. Ah, je suis en sueur les gars, ça m'a donné chaud. C'était mon flop de l'année 2019, j'espère que ça vous a plu. Ce n'était pas marrant. Faut pas dire ça Mike, c'était marrant. C'était juste pas marrant cette fois-ci, mais toutes les autres fois c'était marrant Mike. C'était très marrant. Voilà, c'est en tout bien tout honneur les gars, hein, voilà, sans armes ni violence. Hein. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes bien marrés. Et je vous dis à l'année prochaine les gars, évidemment. Bien sûr qu'on va se revoir l'année prochaine. Et là cette année, je vais faire une petite vidéo sur mes films préférés de la décennie. On se revoit très bientôt, à plus.